Tching! Aujourd'hui, je vous parle du Brady Tarot. Le Brady Tarot, ça, c'est la seconde édition, si mes souvenirs sont bons, parce que il avait été réédité. La deuxième édition avait été lancée sur Kickstarter. Alors les deux raisons pour lesquelles j'ai acheté ce jeu, assez dernièrement, mine de rien, pour une fois sur Kickstarter, le temps du lancement et le temps de recevoir le jeu, ça n'était pas si long que ça. Je pense que ça a mis 2 mois, 3 mois. Mais voilà, pas énormément plus que ça. Ça peut prendre 1 an et demi sur Kickstarter, faut quand même le savoir. Si je l'ai fait, c'est parce que déjà, je connaissais un peu les images à la base du Brady Tarot, pour les avoir vues beaucoup sur Pinterest notamment, et j'accrochais bien avec les images. J'aime bien les tarots qui prennent qui ne montrent pas forcément d'humains, mais qui montrent des animaux à la place, parce que ça leur donne tout de suite un caractère, ça leur donne tout de suite une tonalité. C'est aussi pour ça que mon jeu de référence premier, ça a été le Wild and Known Tarot. Euh, et ça permet aussi de plus genrer, de plus typer les personnages selon les races ou le type de physique. Donc c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour les jeux de tarot qui figurent des animaux, qui font figurer des animaux. Donc bref, le Brady Tarot me plaisait en tant que tel. Et en plus, là c'est ça qui a été surtout décisif pour moi. Je me suis rendu compte que ce tarot, il avait été écrit, coécrit, le livret est écrit par Rachel Pollack, qui est une de mes auteurs référence dans le monde de la tarologie. Je suis vraiment une grande fan de Rachel Pollack pour les bouquins qu'elle écrit. Et du coup, le fait qu'elle ait coécrit, co-signé en fait le Brady Tarot. Brady, c'est vraiment le nom de l'auteur au niveau dessin. Ça a vraiment fait pencher mon choix dans la balance pour ce tarot que je voulais avoir. Et franchement, aucune déception. Je l'utilise énormément. Ça devient un de mes jeux fondateurs là aussi. Mon exemplaire du coup est signé. J'adore. Je me sens exceptionnelle. Donc voilà comment se présente la boîte. Oui, si je suis pas déçue non plus, c'est parce que punaise, c'est de la bonne cam, quoi. C'est une qualité assez dingue. Ça, c'est la boîte cartonnée. Le jeu, il se présente comme ça. La tranche est dorée. Hop. Tranche dorée. Franchement, la qualité des cartes aussi, elle est c'est épais en fait, comme carton. Et le livret, il est petit, hein, il fait la taille des cartes, mais il est super sympa, il est super simple d'emploi, il est légèrement glacé, franchement, il est très sympa. Alors, pour les anglophones, parce que c'est absolument pas traduit. Au niveau des tirages, je n'ai même pas trop regardé. Je crois que j'avais regardé en biais comme ça, mais il n'y a rien de fantastique qui est proposé. Si, il y a une partie readings à la fin, mais enfin, ouais, si, il y a voilà, un petit tirage qui est proposé. C'est pas plus volumineux que ça à ce niveau-là. Mais par contre, pour le décryptage des cartes, oui, il peut être super intéressant parce qu'on a accès à la conception de l'auteur. C'est un jeu aussi qui se veut un peu de tradition amérindienne et du coup, de temps en temps, il y a certaines cartes qui se réfèrent à des légendes amérindiennes. Et là, on a ces légendes-là qui sont écrites dans ce livret-là. Donc, c'est un apport qui est super intéressant. Mais très honnêtement, si t'es pas du tout anglophone ni quoi que ce soit, tu peux te débrouiller juste avec les cartes parce que honnêtement, elles sont très parlantes d'elles-mêmes. Elles sont sous-titrées à chaque fois par un mot pour les arcanes mineures. Et c'est suffisamment parlant en soi. Le mot en dessous, il est très facilement traduisible. Il y a pas trop de soucis avec ça. Donc, c'est un jeu que je peux conseiller pour les débutants comme pour les confirmés. Pas de souci. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont fait un retour en leur disant que cet aspect culture amérindienne les gênait réellement. Et c'est pas quelque chose que j'ai senti parce que j'ai trouvé que les petites scènes représentées, même quand il y avait des objets un peu symboliques de la culture amérindienne et des animaux symboliques de la culture amérindienne, oups, j'étais pas plus gênée que ça en fait parce que c'était facilement transposable dans ce que moi je vivais émotionnellement. Euh, j'ai été plus gênée par contre, il y a un jour j'ai reçu une erreur, enfin j'ai commandé un tarot et j'ai reçu un tarot erreur et qui était un tarot sur vraiment très amérindien et avec des personnages, des chamans, etc. Mais alors, j'ai pas du tout accroché, j'ai renvoyé le jeu. Bon, les illustrations n'étaient pas spécialement jolies à mon sens et
j'ai envie de travailler avec des outils que je trouve beaux, avec des illustrations hyper soignées, donc ça c'était mon problème, mais c'était aussi que l'énergie même du jeu qui était très dans le chamanisme amérindien, j'adhérais pas en fait, c'est clairement pas ma culture, je savais pas trop comment m'approprier ça, et du coup ben j'ai renvoyé le jeu tout simplement, j'avais décidé de ne pas le garder. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la base, ces images-là, c'est des gravures en fait. Donc c'est une impression de gravure et qui ont été après colorisées. Donc c'est sympa à savoir également. Je voulais faire cette vidéo pour te montrer l'intégralité des cartes de tarot. Si tu me connais pas encore, je voulais te dire aussi que je m'appelle Margot, que je suis psychopraticienne et tarologue. Et en fait, mon boulot à moi, c'est de te livrer notamment des cours de tarot en ligne. Donc il y a une grosse partie de ces cours de tarot qui sont vraiment dévoués à toi, ton utilisation du tarot, ta connaissance du tarot, ton rapport intuitif au tarot, ça c'est la plus grosse partie. Et il y a aussi d'autres cours qui sont plus ancrés dans le fait de la découverte de soi, la découverte de son ombre par le biais du tarot. Donc il y a une grosse partie travail de l'ombre, shadow work, méditatif aussi, par le biais du tarot, c'est un autre versant de mes cours. Et sinon, il y a aussi mes accompagnements individuels. De toute façon, je te mets tout ça en barre d'infos en dessous. Et si tu veux aller un petit peu plus loin dans mon parcours, faut savoir comment moi je fonctionne, savoir quelle est ma perception de tout ça et avoir accès à une vidéo gratuite où je t'explique un peu tout ça, je te laisse souscrire en dessous. Il y a une vidéo gratuite en plus à laquelle tu peux souscrire. Les précédentes vidéos que je ferai gratuitement, c'était un petit parcours qui s'appelait L'île Tarot avec moi. Mais très sincèrement, c'était ce que j'avais fait quand j'avais mis un peu en place les fondations de mon entreprise tarologique. C'était clairement de plus en plus dépassé par rapport à ma façon de fonctionner. Et du coup, je te remets une nouvelle vidéo gratuite pour toi. Donc si tu veux la voir, le lien est en dessous de la vidéo. Et puis voilà, tu as tout ce qu'il te faut avant d'aller plus en profondeur avec ce que je peux te proposer. On y va tout de suite pour toutes ces cartes. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié de te dire et c'est le seul truc qui me gonfle dans ce jeu de tarot. Alors, faut savoir que ces temps-ci, j'ai reçu 3 jeux de tarot différents. Et les 3 jeux de tarot ont le même souci. Donc, je commence à en avoir un petit peu ras la casquette. Il y a le Brady Tarot. Il y a le Goetia Tarot in Darkness, dont je vais bientôt te mettre aussi une vidéo en ligne. Et il y a le Helgoliath Tarot, qui est vraiment un tarot de cœur également, mais qui a le même défaut. C'est que ça se mélange très mal. Les cartes elles sont douces et elles adhèrent les unes aux autres. Moi, j'ai l'habitude aussi, des fois, quand je cherche une carte de tarot, par exemple, je suis face à une personne et je dois chercher la reine de denier parce que c'est la reine qui la représente, j'ai tendance à feuilleter comme ça le tarot très très vite. Et là, je peux pas le faire parce que les cartes adhèrent les unes aux autres. C'est pas non plus un jeu de tarot que je peux étaler comme ça pour faire un choix de cartes. Ça ne s'étale pas, c'est compliqué à mélanger, c'est compliqué à décoller, c'est compliqué de choisir les cartes, ça manque vraiment de fluidité et ça m'embête parce que ces temps-ci, là, je me retrouve avec 3 tarots avec lesquels je travaille de façon très très intensive. Alors quand on l'a une fois en main, c'est pas bien grave, mais parce que c'est mon quotidien quand même les tarots et sérieusement, messieurs, madame, les créateurs de tarots, faites-nous des jeux utilisables parce que pourtant, punaise, c'est comme je t'ai montré, c'est vraiment une belle qualité de carton, c'est une belle qualité de couleur, c'est une belle qualité de tranche dorée, c'est une belle qualité de tout, mais c'est difficilement manipulable. Juste pour l'anecdote, mon amoureux hier, mon mari, a fait des photos de moi hier en train de battre le Goetia Tarot. Parce que j'ai galéré à enfoncer une pile de cartes dans une autre pile de cartes. C'était l'horreur absolue. Donc, il se foutait de moi. Il a fait des photos. Je pense vous faire des stories sur Instagram avec ces images-là parce que j'ai juste l'air ridicule à mélanger en train de forcer mes cartes à communiquer les unes avec les autres. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas comment tu vis ça. Moi, ça me prend la tête. Donc, voilà. Messieurs et madame les créateurs de tarot, faites-nous des trucs qui sont plus fluides à ce niveau-là, s'il vous plaît. Je te montre les cartes, une par une, en essayant de les détacher les unes après les autres. Le fou, qui est un coucou. Le coucou est un animal, un oiseau je sais pas si t'es au courant pour le coucou. Le coucou, il pond son nid dans le nid des autres oiseaux. L'oiseau, quand il naît, il vire soit les poussins qui sont déjà nés, soit les œufs qui sont pas encore éclos.
et il se fait nourrir par les parents des autres petits oiseaux. Donc c'est assez usurpateur en fait comme principe. Je suis pas une grande fan de l'oiseau le coucou, mais en tout cas, bah, il démarre dans la vie en faisant ce qu'il a à faire et en se faisant nourrir. Alors, je trouve que c'est une vision, pour une fois, assez négative du fou. D'habitude, je colle bien à l'énergie du fou et tout. Là, ce mode usurpateur et sans gêne, j'ai un peu de mal. Le magicien. La grande prêtresse, qui est une chouette. On retrouve le voile. En fait, vous retrouverez à chaque fois tous les symboles essentiels des cartes de tarot. L'impératrice, qui a ses petits louveteaux, qui est dans la nature, très fructifiante et abondante. L'empereur qui domine. Le pape. Les amants. Alors j'aime bien là-dedans parce qu'en fait, j'étais intriguée par cette carte au départ, parce qu'ils ont l'air vraiment de se disputer. En fait, pour moi, c'était pas forcément une carte d'amour. Je veux dire, la flamme, elle est pas dans un arbre derrière, c'est l'oiseau qui tient un bâton enflammé. Ça paraît assez menaçant, tout ça. Et en fait, en lisant le livret, c'était vraiment le truc de la passion qui est mise en jeu, de la joie, de la discussion notamment, et aussi du caractère un peu conflictuel forcément de l'amour, du choix qu'on fait, de comment s'entendre avec l'autre. C'est quelque chose, c'était une perception beaucoup plus terrestre et avertie des écueils qu'il peut y avoir en amour. Donc finalement j'aime bien cette carte. Et des fois, juste un jeu. C'est juste un jeu d'être en communication avec l'autre, de se disputer, de chercher des raisons, etc. Le chariot. Il y a une espèce de pie. Et le chariot, qui vole du coup, est emmené à la fois par un aigle et un espèce de héron blanc. Et on a comme ça ces deux animaux, l'un renversé, l'un hoqué, et qui ne peuvent pas, enfin ils sont attachés par le bec en fait. On retrouve cette allégorie du cheval blanc, cheval noir qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. La force, c'est vraiment l'ours femelle, on voit qu'elle a des mamelles en fait, qui est prête à tout pour défendre son territoire et ses petits. L'ermite. Alors j'ai bien aimé ça, c'est que, regarde, la carte de la grande prêtresse. Punaise, j'arrive pas à manipuler ces cartes. La carte de la grande prêtresse, elle est mise plus ou moins en couple avec l'ermite. La grande prêtresse n'est pour une fois pas mise en couple avec le pape. C'est vraiment une correspondance là entre l'ermite et la grande prêtresse. Pour moi, c'est celle-là l'image la plus connue du Brady, notamment parce qu'elle est sur la couverture, mais pas que. Hein, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment très belle en fait. La roue de fortune. Il y a le truc de à la fois ça tourne, ça se renverse, et en même temps il y a un truc d'être pris au piège dans la toile du destin. Justice. Elle est sans concession, c'est un vautour. Le pendu, c'est un... Comment ça s'appelle? Opossum. Qui est fait pour être pendu par la queue, pour dormir. La carte de la mort, je la trouve juste trop belle. Parce que elle parle bien de la fin d'une ère pour faire place neuve à une nouvelle ère. Et on voit le règne des dinosaures avec une espèce de grande mâchoire de T-Rex qui est déjà sous terre, qui donc est mort depuis longtemps, qui a fait la place aux mammifères, les tigres à dents de sable, qui sont morts à leur tour, qui a fait place au règne humain et qui est mort à son tour. Et j'adore ce truc de, il y a quelque chose qui meurt et il y a quelque chose qui vient remplacer. Tempérance. Le diable. Alors, c'est la première fois pour moi que dans le diable, il y a une allusion aussi clairement sexuelle en fait, parce que on remarque que le bouc, alors qu'il y a un bouc dans une carte du diable, c'est un lieu commun, on va dire, mais par contre que le bouc soit clairement en érection, non. Et en fait, c'est la première image d'érection que j'ai sur une carte du diable ou même une carte de tarot tout court d'ailleurs. Donc je trouve que
l'aspect mortuaire est très très fort dans cette carte du diable parce qu'il est quand même sur une pile d'os et enfin d'ossements humains, de crâne humain et il y a cette connotation sexuelle très forte aussi avec ce bouc en érection. Et excusez-moi, il est fort 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 couillu aussi, hein. La tour qui est là aussi, comme dans le Helgoland Tarot que je t'ai présenté dans la vidéo précédente, qui est aussi très très catastrophique, qui est la chute d'un arbre, l'incendie d'un arbre avec tous les bébés qui restent dedans, quoi. C'est vraiment une crise profonde. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement. C'est en fait l'envol de toutes les chauves-souris depuis une grotte sous la l'égide, enfin la protection ou en tout cas l'imposition d'un aigle un peu supérieur. On retrouve beaucoup d'images, je trouve, qui résonnent avec soit le Helgoland Tarot ou du Wildenhand Tarot. On a aussi cette image de chauve-souris qui monte vers un oiseau dans le Wildenhand Tarot. Le monde. Il y a quelque chose qui a éclos et qui est partagé. J'aime beaucoup cette image du monde. Ensuite, on va passer aux mineurs. Alors les mineurs, ils ont été représentés de façon un petit peu inédite. Les bâtons sont devenus des plumes. Et j'avoue que ça me gêne un petit peu. Alors, on retrouve ces images très très passionnées, très feu et tout, et ça c'est cool, parce que les bâtons égale feu. Mais par contre, pour moi, les plumes, je les rattache quand même très très fortement à l'élément air. Ça sert quand même à voler, des plumes. Et du coup, je suis un peu gênée. C'est le deuxième jeu que j'ai où les bâtons sont des plumes. C'est aussi dans le Witch's Insurrection Tarot. Et ça me pose du mal, ça me pose question. Et en fait, les premiers tirages que j'avais faits, j'étais en bug. Des fois, j'étais en mode ah ouais, mais ça veut dire quoi exactement? On est dans quelle suite là? J'avais du mal à me reconnecter vraiment à la suite d'origine. Les coupes ensuite sont des cornes creuses en fait qu'on va remplir d'eau. Attends, j'arrive pas à décoller les cartes les unes des autres. Tu vois, c'est des cornes. Bon, ça m'allait plus parce qu'on voit vraiment qu'il y a un récipient quelque part et c'est toujours attaché au monde animal. Les épées sont des flèches. Hop. Donc, c'est le seul. Là, j'aime bien l'analogie avec la flèche parce que c'est le seul élément vraiment humain. Et du coup, c'est vraiment rattaché au mental, en fait, et de tout le développement du mental de l'être humain. Donc, ça me va que ce soit représenté par des flèches. Et le monde des deniers, c'est représenté par les racines, ce qui me va aussi. Là, pour le coup, j'ai pas de souci d'interprétation. Quand je vois des racines qui sortent, c'est forcément relié au monde des deniers, au monde de la terre. Donc, ça m'allait tout à fait. Je vais te les montrer les unes après les autres. As de bâton, de plume. Inspiration. 2 de plume, succès. Alors, elles sont dures des fois les cartes, c'est ce qui m'était venu, parce que normalement, le 2 de bâton, c'est vraiment un personnage qui regarde au loin, qui est animé d'une forte ambition, il tient souvent un globe terrestre dans une main. Et là, effectivement, oui, il y a ce fait qu'on va pouvoir voir loin, on va pouvoir nourrir sa famille, etc. Mais on a bousillé des espèces de martins-pêcheurs, là, des oiseaux. Et c'est quand même une image très marquante de victoire aussi écrasante. C'est pas sympathique, quoi. Et on a pas mal des images comme ça de dureté du monde animal. Vantage, l'avantage, avec le 3 de bâton. On voit qu'en fait, c'est un guépard qui attend et qui a tendu un piège. Donc, il n'a plus qu'à attendre la proie. Et il n'a même pas d'effort à fournir particulier. Attends. Voilà. 4 de bâton, qui est l'optimisme. C'est le réveil des petites marmottes ou des petits chiens de prairie. Rivalry, avec le 5 de bâton, la rivalité. Le 6 avec la victoire. Le 7 avec le pouvoir. On a vraiment cette image de combat très très fort. Le 8 avec la rapidité, la soudaineté.
Le 9 avec le conflit. Et le 10, c'est bon, le 10 avec le fardeau. Ensuite, fille de plume, c'est l'hirondelle qui vient apporter le maïs aux hommes. Le fils de plume, c'est le corbeau c'est la légende du corbeau qui devient noir en fait pour avoir apporté les bienfaits de l'humanité aux hommes, la lune, le soleil, les étoiles, l'eau et le feu. La mère de plume, coq de bruyère, et le père de plume. Alors on voit à la fois la puissance du père de plume et en même temps, pour moi, c'est une image d'être un peu pris au piège en fait, un peu effrayé. Ensuite, les coupes. L'as, joy. Le 2 qui est l'union. Le 3, la célébration. Là, le 4, l'apathie. J'aime bien les 4 de coupe, souvent c'est en mode je fais rien. Le 5 de coupe qui est la perte. Le 6 qui est le bonheur. J'allais dire la joie, mais c'est le 1, joy, c'est le bonheur. Le 7, breach, c'est la violation. Le 8 de coupe, le départ. Le 9, la satisfaction. Et le 10, overflowing, je ne saurais même pas comment le traduire. C'est d'être dans l'état de flux pour moi, c'est d'être dans l'état pas d'accomplissement, mais d'aboutissement ou d'alignement, de surabondance peut-être aussi. Ensuite, la fille de coupe, le fils de coupe. Il est en train de manger je ne sais pas ce qu'il mange. La mère de coupe. Et le père de coupe. Ensuite, les cartes de flèche qui sont donc l'équivalent des cartes d'épée et les cartes d'air. L'as, c'est la vérité. J'aime beaucoup les mots-clés qui ont été mis en fait, je connecte bien avec eux. Le 2, c'est l'armistice. La paix. L'accord de paix. Le 3, c'est le deuil. On retrouve un peu les mêmes oiseaux que dans le 2 de bâton que j'ai montré tout à l'heure qui ont été tués par le loup. Le 4 qui est le retrait. Le 5, la défaite. Des fois, elles sont super dures, les cartes. Celle-ci, je la trouve, franchement, à lire en positif. Le 6, le passage. Et c'est le faucon qui s'est libéré du bras de son oiseleur. Comment on dit? Le fauconnier. Le 7, la ruse. Alors, t'as les écureuils qui sont en train de chaparder. En fait, ils chapardent pas les flèches. Ils sont en train d'en briser la pointe. Le 8, l'oppression. Le 9, l'angoisse. Elle est dure aussi, celle-là. Avec les petits qui sont... L'aigle qui est menacé alors que ses petits sont en train de naître. C'est une de mes cartes préférées de ce jeu. C'est le 10 d'épée qui est la finalité. Alors, il faut savoir que le 10 d'épée, normalement, c'est une carte de victimisation, de victime, de drame.
d'être à terre, de mort aussi, parce que c'est un mec qui est couché par terre avec plein d'épées dans le dos, quoi. Et là, en fait, c'est un opossum, qui est un animal connu pour savoir faire le mort. Et on voit bien qu'il tient des flèches pointées sur son ventre. Il y en a une tenue par sa queue, une tenue par sa main. Et qui sont certainement pas enfoncées plus loin que dans sa fourrure. Donc il fait vraiment semblant d'être mort. C'est vraiment oh, et en fait, je suis pas mort. Et du coup, ce truc de faire semblant de faire sa victime, en fait, j'aime beaucoup. Et je la trouve très marrante, en fait, cette carte, contrairement. Franchement, d'habitude, le 10 d'épée n'est pas une carte marrante. Mais là, pour le coup, ouais, franchement, c'est marrant. Ça fait un peu l'âge de glace. Hein. Ensuite, la fille de flèche. Le fils de flèche. La mère de flèche. Et le père de flèche. Et je termine avec les cartes de denier, donc de racine, donc de terre. L'as, c'est l'enchantement. C'est l'enchantement pour moi de la Renaissance, en fait. Le 2, qui est l'équilibre. Alors, on voit bien qu'il y a un lapin qui est emporté par le renard, alors qu'un autre lapin entre dans le terrier. Donc, ça reste toujours le même nombre, en fait. Le 3, qui est le travail. Le 4, la préservation. Le 5, le manque ou la pauvreté. Le 6, l'altruisme. Le 7, la croissance. Le 8, la discipline. Le 9, l'accomplissement. Elle a vraiment fait une radia sur les asticots, la nénette, là. Le 10, la richesse. Et on arrive au bout avec les personnages de la cour, la fille de Racine, le fils de Racine, la mère de Racine, qui est une reine des fourmis, et le père de Racine, qui émerge. Voilà pour ce jeu. Je t'ai tout présenté, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a permis d'éclaircir aussi, peut-être, alors que ça t'ait donné envie de l'acheter ou pas, c'est pas forcément mon but, mais j'aime bien donner une vision des cartes des autres jeux pour que toi, ça t'aide à peut-être encore plus approfondir ta connaissance de tes jeux à toi, et puis de savoir ce que tu veux peut-être dans l'avenir, comment est-ce que toi, tu veux faire évoluer soit ta collection de jeux, soit ta pratique du tarot. Bref, j'en ai terminé, je te souhaite une excellente journée, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite. Salut!